Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Il faut absolument qu'on parle d'un outil démocratique que je crois vraiment révolutionnaire, et ça s'appelle les jurys citoyens. Un jury citoyen, c'est un petit groupe de citoyens tirés au sort qui va répondre à une question, à un problème de société. Aristote, Rousseau, Montesquieu, ils ont tous écrit que l'élection était un instrument aristocratique et que le tirage au sort est l'outil démocratique de base. Le tirage au sort, il permet d'injecter dans le processus de décision des idées, des savoirs, des expériences, des intérêts que le binôme expert-élu auraient eu de fortes probabilités d'oublier en cours de route s'ils avaient été seuls pour prendre la décision. Et les assemblées citoyennes tirées au sort, eh bien c'est pas quelque chose de nouveau. Il y en a eu un petit peu partout dans le monde dans l'histoire et elles ont eu des utilités, des fonctionnements et des appellations différentes. Pour ça, il faut remonter à la démocratie athénienne durant l'Antiquité, les républiques italiennes de la Renaissance, ou bien encore plus récemment, l'Islande qui a tiré au sort 1000 personnes pour participer à l'écriture d'une constitution. Là, les jurys citoyens, c'est un type d'assemblée citoyenne au fonctionnement assez particulier, notamment pour le nombre de personnes mobilisées. Une vingtaine de citoyens seulement sont tirés au sort. Et on va les tirer au sort en respectant certains quotas. On va mettre autant d'hommes que de femmes, des jeunes, des vieux, des cadres, des ouvriers, etc., etc. Des jurys, il y en a eu déjà dans plusieurs pays. Ça commence en Allemagne et aux États-Unis dans les années 70, et dans les années 90, le Danemark va reprendre l'idée sous le nom de conférence de citoyens. En France, on a eu des expériences, mais elles ont simplement été consultatives. Aujourd'hui, vous avez par exemple l'association Sciences Citoyennes et son président d'honneur Jacques Testard, qui militent pour ce qu'ils ont appelé des conventions de citoyens. Ils ont élaboré toute une méthode dont le fonctionnement s'inspire complètement des jurys citoyens. Et ils en ont même fait un projet de loi. Et à l'heure actuelle, de plus en plus de professeurs, de chercheurs en sciences politiques mettent en avant, valorisent ces outils de jury, de conférences, de conventions de citoyens, qui sont en fait quasiment synonymes. On pourrait institutionnaliser l'obligation de réunir des conventions de citoyens tirés au sort, oui, ça, c'est très tirés au sort, pour avant qu'on légifère sur la GPA, sur la fin de vie. C'est un outil aujourd'hui qui a fait ses preuves, qui est intéressant et qui maintenant il faut passer de l'expérimentation à l'idée que à l'institutionnalisation, c'est-à-dire à ce que les jurys rentrent un petit peu dans les mœurs, dans nos mœurs démocratiques et dans nos règles démocratiques. Alors pour la tenue de ces jurys, dont le fonctionnement va varier selon les cas, on va suivre tout un protocole scientifique. Et j'y ai distingué personnellement 3 grandes étapes. La première étape, c'est la formation des citoyens. On va former les citoyens pour leur apprendre les bases du thème étudié. Dans les conventions de citoyens proposées par Sciences Citoyennes, ce sont des experts reconnus dans la société pour ne pas être d'accord entre eux qui vont devoir établir le programme de formation et sélectionner les formateurs. Par exemple, si on parle d'économie, on aurait peut-être un groupe composé d'un côté d'experts libéraux comme Jacques Attali ou Agnès Verdier, et de l'autre côté, on aurait des experts plus progressistes comme Julia Cagé ou Paul Jorion par exemple. Et c'est ces gens-là qui vont établir le programme de formation. C'est-à-dire, ils ne vont pas faire la formation eux-mêmes. Il faut chaque fois décaler les responsabilités. Mais ils vont établir le programme en se mettant d'accord par consensus sur l'identité des formateurs, sur le thème qu'ils vont traiter devant les citoyens, sur la durée de ce thème. Ça va être une demi-heure sur tel sujet, 1h30 là-dessus. Ils vont se mettre d'accord. Donc on va solliciter à ce moment-là des formateurs qui ont toute chance de représenter un éventail très large, puisqu'il y a eu un accord de gens qui ne sont pas d'accord entre eux sur le sujet, pour choisir ces gens-là et ces thèmes-là. La deuxième étape, c'est l'audition des experts. Les citoyens qui ont été initiés, formés au sujet, vont maintenant pouvoir poser toutes les questions qu'ils souhaitent à ces experts. Dans bien des cas, au bout de quelques mois, les experts auditionnés sont contestés, discutés, chahutés parfois, par des citoyens qui finissent au bout du compte par être autant experts qu'eux de la question examinée. Autant experts qu'eux, certes, mais dégager des controverses, dégager des intérêts. Et toujours dans l'exemple des conventions de citoyens proposées par Sciences Citoyennes, les jurés, les citoyens vont pouvoir convoquer absolument tous les experts qu'ils veulent. Que ce soit des lanceurs d'alerte, des élus, des industriels, des responsables d'associations, etc., etc. Et ainsi, ils devraient pouvoir se faire le meilleur avis sur la question posée. Je trouve que c'est très important si on veut espérer obtenir une certaine objectivité. Et enfin, la troisième et dernière étape,
c'est la délibération. Les citoyens vont se concerter pour rédiger un rapport, et si possible à l'unanimité. Et donc enfin ce rapport, il est rendu public, par exemple avec une conférence de presse. Alors petite précision, entre chaque session, entre chaque rassemblement, qui sont généralement organisés sur des week-ends, il faut toujours laisser quelques semaines s'écouler pour que les citoyens puissent réfléchir. Et au final, ce jury, il s'étale sur plusieurs mois. Cette façon de délibérer, elle permet la confrontation du savoir profane, c'est-à-dire de gens qui ne connaissent pas du tout le sujet étudié et qui ne sont pas en conflit d'intérêts avec la question posée. Ceux qui ont déjà un avis, on les prend pas. Parce que l'idée, c'est d'essayer le plus possible d'avoir un groupe qui soit vierge d'influence. Donc, choisir des gens qui n'ont pas, d'une part, qui n'ont pas d'avis et qui n'ont pas d'intérêt particulier. Par exemple, si vous faites une conférence de citoyens sur les centrales nucléaires, vous n'allez pas prendre l'épouse d'un ingénieur du CEA. Parce que ça contamine un peu dans la famille. Et donc vous allez prendre des gens qui n'ont aucune relation avec le sujet, mais qui ont la volonté d'apprendre et de prendre un avis. C'est donc la confrontation du savoir profane et du savoir expert. Et à ce qui paraît, eh bien ça marche plutôt pas mal. On observe que la confrontation entre un savoir profane et un savoir expert fonctionne remarquablement bien. On voit les citoyens rendre un avis complexe, éclairé, nuancé, informé sur un problème qui était initialement très compliqué. Ce qui est intéressant dans ces expériences, c'est qu'on voit effectivement que les citoyens, quand on leur donne les conditions pour être bien informés, pour bien discuter, grosso modo, ils prennent la parole, ils sont contents de la prendre, et ils discutent de façon raisonnable, moins dans un intérêt corporatiste, mais plus dans le sens de l'intérêt général, et que cette expérience-là les reconnaît, ce qui est exceptionnel dans notre système, comme ayant un droit égal à la prise de parole, comme étant des citoyens à part entière. Le jury prouve en acte que faire confiance à l'intelligence individuelle et collective, c'est un pari, ça marche. Dans cette situation, les citoyens se mettent à développer ce que Jacques Testard appelle l'humanitude. Ils ont des réactions tout à fait extraordinaires. C'est-à-dire qu'ils développent l'intelligence collective, ce qu'on voit dans tous les groupes qui travaillent ensemble, mais en même temps, ils développent l'empathie, de l'altruisme. C'est-à-dire qu'ils ne proposent pas des solutions qui soient bénéfiques pour eux-mêmes ou pour leur famille ou leurs proches, mais des solutions qui sont bonnes pour l'humanité, y compris les gens du Sud, et y compris l'humanité à venir dans les générations suivantes. Et c'est bien plus efficace et beaucoup plus utile que les sondages. Et on voit bien émerger la différence avec les sondages, qui se contentent d'enregistrer l'opinion publique des citoyens avant tout processus d'information. C'est-à-dire, en d'autres termes, qui se contentent d'enregistrer les préjugés des citoyens. Ce jury, ce serait comme une sorte de mini-France, et l'avis qui en ressort devrait refléter l'opinion de la population. Le mini-public reflète l'opinion de la population dans son ensemble si elle avait eu le temps de réfléchir et de s'informer et de débattre sur la question qu'on lui pose. Alors pourquoi on tire au sort un mini-public avec aussi peu de citoyens? Eh bien, on pourrait tirer au sort par exemple 1000 personnes, ce qui correspond à l'échantillon représentatif de la population, mais accompagner 1000 personnes pour les former, les faire discuter entre elles, eh bien ça peut être très long, très coûteux et donc très complexe. Du coup, dans un jury citoyen, on en sélectionne moins, mais pour qu'ils puissent plus facilement échanger. Alors j'aurais pu développer les questions de modalité, de transparence, d'indépendance, mais cette vidéo c'est plutôt une initiation pour vous montrer qu'il y a des innovations démocratiques qui existent. Malheureusement que des citoyens décident ou contrôlent l'action des élus, eh bien ça ne plaît pas trop à nos représentants. Il y a un projet de loi, il dort depuis 5 ans, le Parlement s'en empare pas. Donc on voit bien la timidité de nos élus pour changer les choses. Lors de la présidentielle de 2007, Ségolène Royal avait amené le sujet dans les débats. Et ça avait suscité des réactions... comment dire... Regardez. À droite, plusieurs ministres vont jusqu'à piocher chez Pétain, Mao, Lénine et Pol Pot pour torpiller ce qu'ils appellent la dernière trouvaille de Madame Royal. Et lorsqu'on dit, puisque c'est à ça que vous faites allusion, qu'il faut mettre sous surveillance les élus, c'est du coup introduire une distance, une méfiance à l'égard des élus que je crois ils ne méritent absolument pas. Donc, démocratie participative, oui, mais démocratie représentative et surtout ne pas épouser
une espèce de populisme qui serait extrêmement dangereux et qui ferait le lit de l'extrême droite. Alors je rappelle que Laurent Fabius est aujourd'hui président du Conseil constitutionnel qui a justement tout le pouvoir pour refuser ce genre de procédure. Que les jurys soient peu acceptables politiquement, c'est pas du tout un hasard. Ils sont complètement contraires à la philosophie dominante de la démocratie aujourd'hui. Et l'autre problème, ce sont les propriétaires de médias. Aujourd'hui, on a très clairement des médias qui structurellement appartiennent à des oligarques, à une petite poignée d'oligarques, un peu partout dans le monde, qui n'ont aucun intérêt véritable à ce que le système change. Parce que le système leur est extrêmement favorable, le système politique tel qu'il est, fondé sur l'élection. Donc si vous voulez qu'on en parle, eh bien ça va être comme avec le référendum d'initiative citoyenne. Il va falloir gueuler un minimum, il va falloir faire du bruit. Allez, bisous. Ciao, ciao.